Et bienvenue à la Midnight Lodge. Bonsoir. Et on va faire notre petite vidéo où on parle un petit peu de. On voulait expliquer un peu comment les coulisses, on va dire, même si c'est un bien grand mot, les coulisses de notre petite campagne. Donc il y a quelques questions qui nous ont été posées en commentaire YouTube, ouais, je crois que ça, et aussi sur une ou deux questions posées à côté. Alors, de toute façon, il y a certaines questions, on va y répondre dans ce qu'on va vous raconter, et d'autres questions qu'on abordera un peu plus spécifiquement vers la fin de la vidéo ou en cours, ça dépend. On n'a pas fait de plan, on va faire tout ça à l'arrache, sans préparation plus que ça. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Toujours est-il que... alors, justement, on va commencer par une question. Une des questions qui nous a été posée, c'était de savoir pourquoi on jouait. On avait décidé de jouer à Vampire. Alors, pour moi en tant qu'MJ, pourquoi de la V5 au lieu de la V20 qui est sortie il y a quelques années, et aussi pourquoi on a décidé de faire une mini campagne comme ça à Vampire à 2 joueurs, et ce qui a plu à Aurélia, ce qui lui a donné envie de jouer à Vampire. Alors déjà, personnellement, Vampire, j'y ai joué à fin des années 90, début 2000, peu de temps après que ce soit sorti. Alors, j'ai eu de mauvaises expériences avec les MJ de l'époque qui jouaient hyper magouille, manigance, où les jeunes vampires en fait n'étaient que de la merde, que les vieux vampires manipulaient allègrement, et alors, eux ils avaient l'air de s'éclater comme ça. Moi je trouvais pas ça hyper intéressant de me faire traiter de serpillière à longueur de temps. J'ai voulu tenter le GN Vampire. C'était une catastrophe aussi. Donc j'ai laissé tomber. J'avais pas mal de bouquins Vampire d'ailleurs à l'époque. J'ai finalement décidé de laisser tomber parce que je suis passé à d'autres jeux qui m'ont beaucoup plus intéressé à cette époque-là. C'est là où j'ai commencé pas mal à jouer à l'appel de Cthulhu et à la légende des 5 anneaux, qui est mon jeu fétiche. Mais j'ai mis Vampire de côté. Je me suis dit bon bah ça m'intéresse pas plus que ça, même si je me doutais que c'était pas la seule et unique façon d'y jouer à l'époque. Donc voilà, et j'ai attendu, en fait l'année dernière, quand je suis tombé sur des vidéos sur YouTube d'une chaîne américaine qui s'appelle LA by Night, qui est maîtrisée par un des auteurs de la V5, avec des acteurs, des rôlistes, mais aussi acteurs, acteurs voix, un peu comme les gars de chez Roll Play, sauf que là ils jouent en costume, ils jouent ils sont hyper RP. Voilà, ils déconnent, c'est pas comme dans Roll Play où il y a une connerie balancée une fois de temps en temps. Là, ils sont à fond dans le jeu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ça m'a permis de découvrir aussi les mécanismes de la V5. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de me remettre à cette version-là, cette édition-là, puisque eux, la façon dont ils jouent, oui, il y a des manigances, mais il y a des magouilles entre personnages et PNJ, mais c'est pas le principal propos du truc. Leur campagne, c'est vraiment c'est centré autour des personnages, et ça explore leurs secrets, tout ça, quand ils étaient humains ou quand ils étaient vampires et tout, et leurs relations pas toujours simples entre eux. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie de m'y remettre, en me disant bah voilà, c'est plus cette façon de jouer là qui m'intéresse que les quelques fois où j'ai voulu essayer, que ce soit en mascarade ou d'arcade il y a une vingtaine d'années, où enfin voilà, les MJ m'ont pas donné envie d'y jouer plus que ça. Et du coup, quant à moi, j'ai pas lu grand chose qui se passe voilà, dans l'univers de vampires ou avec des vampires. J'ai juste, voilà, j'avais quelques films, quelques références. C'est pas quelque chose qui m'attirait forcément beaucoup. Le côté un peu horrifique, qui est pas forcément ma tasse de thé. Mais voilà, quand Eric il m'a proposé ça, je sais que lui, ce qu'il met en avant, c'est les personnages, ça va être l'intrigue, et je sais qu'il il tient compte de ma sensibilité, de mes envies de jeu. Donc, comme d'habitude, je lui ai fait confiance
sur ce jeu et ça m'a permis de découvrir en même temps que le personnage. Ça, c'était vraiment le parti pris je n'y connais rien, mon personnage non plus. Et j'aime beaucoup ça, en fait, découvrir un univers de jeu à travers le regard d'un personnage qui a un pied dans l'univers. Donc là, c'était un univers contemporain, dans un pays qui nous plaît, où on a déjà été une fois en voyage. Et de vivre avec lui, d'imaginer qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il décide de faire quand il découvre toutes ces créatures, tout ce fonctionnement, cette réalité un peu parallèle qui s'ouvre à lui. Ouais, parce qu'il faut dire, je t'en avais parlé de Vampire, mais en fait pendant longtemps, quand je te disais oui, il y a un JDR qui s'appelle Vampire, où tu joues des vampires, et comme j'étais resté longtemps sur mes mauvaises expériences, c'est vrai que les rares fois où j'ai pu t'en parler, c'était pas forcément super flatteur pour le jeu. Ouais. Sauf à partir du moment où j'ai découvert cette campagne Vampire qui était différente, où là j'ai changé un peu de mon point de vue, et où là j'ai commencé à t'en parler. Par contre, c'est vrai que avant qu'on y joue, je ne lui ai rien expliqué. Je crois que je sais plus si je pense même pas t'avoir parlé des clans. Si tu m'as présenté, tu m'as parlé de quelques clans et tu voulais savoir s'il y avait un clan que j'avais envie de jouer. Et je lui ai dit que que tu ne voulais surtout pas jouer. Oui, je crois qu'il y a juste un clan. Tu ne voulais surtout pas jouer. Mais après, je savais vraiment pas ce que j'allais avoir comme discipline, comme capacité, de quel clan j'allais être. Voilà, tout ça s'est décidé oui, parce que au fur et à mesure. Tu as créé ton perso humain, et le truc, je lui ai pas dit de quel clan il allait faire partie. Donc c'était vraiment la découverte totale quand même ne serait-ce que ses pouvoirs, quand ils ont commencé à apparaître, et pendant un bon bout de temps, elle a su à quel clan elle appartenait exactement au moment où ça a été annoncé dans un des épisodes que Isobel faisait partie du clan Toréador. Sinon, avant ça, elle ne le savait pas du tout. Voilà, c'était vraiment le truc. Donc, ouais. Et pourquoi la V5 par rapport à la V20 ? En fait, la V20, quand j'ai commencé à me réintéresser à Vampire, la V5 était sortie qu'en anglais. J'avais pas envie de me farcir un bouquin de règles en anglais, même si je l'ai fait pour d'autres jeux. Mais là, je savais pas si c'est un jeu auquel j'allais jouer beaucoup ou pas. Donc là, pour le coup, dans ce cas-là, je m'investis pas forcément. Je préfère attendre la VF, qui est sortie relativement vite. Mais entre-temps, je m'étais quand même acheté, j'avais profité de promo, je m'étais acheté le Vampire Dark Age V20 en français. Avec dans l'idée de faire du Vampire Dark Ages à un moment donné, mais de jouer avec les règles de la V5. Donc je me suis dit, bon voilà, je vais avoir le temps de me préparer. Bon, la V5 en VF est sortie très très vite, donc ça a précipité le truc. Mais pourquoi la V5 plutôt que la VF, la V20 ? Déjà la V20, le bouquin c'est un pavé mais énorme. Il regroupe guide du joueur, guide du maître et plein d'autres trucs. Il y a je sais plus combien de clans différents, des clans un peu exotiques, des clans qui viennent d'Afrique, ce genre de trucs, ou vraiment de partout dans le monde, des lignées secondaires et tout. Et ça faisait un trop gros bloubi-boulga de trucs à se farcir. Et en plus les règles, c'est des règles, c'est un jeu qui est sorti dans le milieu des années 90, donc c'est des règles qui sentent bon les années 90. Et alors que les règles de la V5, il y a eu plein de modifications, la gestion de la soif, la gestion des disciplines. Il y a des trucs très chouettes. La soif, c'est plus une jauge de sang qui chaque nuit tu te réveilles, tu perds un point de sang et tu veux utiliser une discipline, hop, tu claques 1 ou 2 ou 3 points de sang et ça fonctionne. Là, bah non, ça dépend. Ça dépend du moment, ça dépend de ton jet de dés. Il y a aussi le fait que les disciplines avant, c'était chaque niveau de discipline, c'est un pouvoir. Ce qui fait que si tu sais que tel vampire a Auspex à 4 comme discipline, la discipline qui tourne autour des sens et des sens, systématiquement, tu sais, en V20, tu sais quel pouvoir il a. Alors que là, en V5, au niveau 1, 2 et 3, 1 et 2, 3, je suis
plus sûr et certain. Enfin, toujours est-il qu'à chaque niveau, il y a 2 pouvoirs différents. Et le truc, c'est que par exemple, si tu as Auspex à 3, tu peux très bien avoir un pouvoir niveau 1, un pouvoir niveau 2, un pouvoir niveau 3, ou alors 2 pouvoirs niveau 1 et un pouvoir niveau 3. En fait, l'Auspex à 3, ça dit que tu as 3 pouvoirs que tu vas piocher dans les niveaux auxquels tu as accès. Ce qui fait qu'en règle générale, une discipline à 3, au total, tu as un choix entre 5 pouvoirs différents. Donc, voilà, ça permet de panacher un petit peu, et du coup tu sais pas forcément qui a quel pouvoir. Bon, après, même si avec toi il n'y aurait pas eu de problème, puisque vu que tu connaissais même pas le jeu avant, ni les disciplines, ni rien du tout, voilà, ça serait passé. Mais voilà, je trouve ça intéressant, en tout cas peut-être pour jouer avec des joueurs plus expérimentés. Puis il y a plein de petites règles, il y a les règles le fait de se nourrir d'une façon particulière qui amène des contraintes en jeu, ouais. Ça, clairement, même si on l'a pas beaucoup joué pour l'instant. Non, mais après... Et ça, et la résonance du sang aussi, qui est sympa aussi à jouer, mais ça, c'est pareil, je l'ai pas utilisé beaucoup, parce que voilà, je voulais y aller tout doucement. Mais la soif, en tout cas, avec la bête, moi j'ai bien aimé ce côté un peu aléatoire, de devoir gérer la soif qui augmente ou pas, selon les situations, le fait qu'il y a un moment où on perd le contrôle aussi. Et que la bête puisse sortir et qu'il y ait cette espèce de voix intérieure. Voilà, c'était intéressant à jouer. Donc voilà, entre la V5 et la V20, c'est principalement parce que je trouve que les règles sont plus sympas et plus actuelles aussi, parce que voilà, il y a beaucoup de jeux qui essayent de mettre un peu plus de narratif. Bah voilà, il y a des trucs. Ouais, il y a des côtés techniques sur certaines situations. Mais il y a aussi le fait de se nourrir d'une certaine façon, bah ça amène aussi une façon du RP, ça amène aussi une façon de gérer la situation. C'est pas, on peut tout à fait faire ça, tu balances, tu fais un jet de dés et tu vois si ça passe ou pas. Mais je trouve que en faisant un truc un peu plus narratif, ça amène aussi des trucs intéressants. Ça peut amener aussi un échec cuisant, ça peut aussi amener une situation... des complications, etc. Après, on aime beaucoup, plus ça va, plus le temps passe, et plus on aime jouer à des jeux qui offrent plus de place au narratif que les règles. Moi, les jeux avec façon Pathfinder, DD5, même si DD5 ils ont fait beaucoup de progrès là-dessus, mais à tout ce qui est Pathfinder ou des jeux avec où tu as des bouquins de règles de 500 pages avec du combat tactique sur tes cases, machin truc, ça me fait chier, mais au plus haut point. Et du coup, on est plus en jeu narratif où on apporte des trucs. Même si là, c'est vrai que je le fais un peu moins que dans d'autres jeux. Mais quand on joue sur des jeux PBTA, Monster of the Week, Dungeon World, sur des trucs comme ça, là je donne encore beaucoup plus l'occasion de parler aux joueurs et tout ça, d'intervenir dans la narration, d'apporter des éléments. Voilà, là je l'ai fait un petit peu. Il y a on m'a fait une réflexion comme quoi sur certaines sessions, je l'avais fait un petit peu moins. De donner la parole et de donner l'occasion d'amener des trucs dans l'histoire. Donc sur les dernières sessions, j'ai essayé de me rattraper. Mais voilà. Donc voilà, c'est pourquoi V5 plutôt que V20, c'est surtout parce que les règles sont plus simples, plus cool, et je trouve plus... Je sais pas, c'est pas séduisant, plus... attractif. Ouais, je sais plus, j'avais un mot en tête, mais je l'ai plus. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Après, par rapport au jeu, au setting, on a réfléchi, on s'est dit, bon, Vampire, c'est un jeu qui est principalement urbain. Voilà, il y a eu beaucoup de suppléments qui sont sortis depuis les 30 ans que le jeu existe, presque 30 ans. Principalement des cités, Nouvelle-Orléans, Chicago, la ville emblématique. Il y a eu du Milwaukee, il y a eu du New York. Non, New York c'était pour Loup-Garou. Il y a eu plein de trucs. Mais on s'est dit, bon, on va réfléchir un peu à quel setting, dans quelle ville on pourrait jouer. On n'avait pas envie de prendre une ville américaine, parce que, bon voilà, c'est bien les États-Unis, mais enfin, sauf Donald Trump, mais on a préféré faire un truc plus en Europe. On s'était dit, alors, d'office, j'avais mis un veto. Je ne veux pas jouer à Paris, merci. Parce que on habite à côté, parce que j'y travaille, parce que je déteste, donc voilà.
Je voulais pas jouer avec des Parisiens. Et puis en plus, il y a un contexte de vampire à Paris. Oui, Il qui y a est un contexte, déjà établi. Et voilà, nous, ce qui nous plaisait aussi, c'était de pouvoir faire le nôtre. voilà, et influer aussi sur ce qui se passe et de ne pas être contraint par quelque chose qui était déjà écrit, déjà établi. Parce que voilà, c'est dans Vampire, il y a aussi, avec presque 30 ans de jeux et de bouquins, il y a un fluff monstrueux. Et il y a du fluff nazi dans la communauté Vampire, tout comme il y en a chez L5A ou des trucs comme ça. Et moi j'ai dit, j'en ai rien à secouer, je vais pas me casser les noix à chercher à acheter d'occasion des bouquins, à me farcir des trucs, pour que tout ce que je vais dire ce soit bien dans le fluff et le canon. Je m'en fous, je fais ce que je veux. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a choisi voilà, l'Écosse où on a été en voyage en lune de miel tous les deux. Et c'est un pays qui nous a énormément plu. Édimbourg, c'est une ville très très particulière. Et en plus, avec tout le folklore, les histoires de fantômes, Eric, ça lui a permis d'écrire plein de choses en lien avec ça. Et c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est de chercher, de s'appuyer sur quelque chose qui existe vraiment. Là, il y a des lieux, le château d'Édimbourg, les parcs, les cimetières, les histoires, tout ce qui a été dit sur les voûtes aussi, qui est réel, sur lesquelles on se documente, on regarde des émissions, on va lire, on va se documenter vraiment. Et après, qu'est-ce qu'on en fait dans le jeu de rôle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous amuse tous les deux. Oui, parce qu'il y a un moment, en fait, au début, j'avais proposé des cités comme... alors même si, par rapport au fluff officiel, j'ai découvert par la suite que dans le fluff officiel, il y avait toute cette histoire de Londres qui est tombée face à l'Inquisition, la Seconde Inquisition, tous les vampires qui en ont fui, et normalement ils se sont tous réfugiés à Édimbourg. Moi voilà, j'ai juste dit qu'au lieu de se réfugier à Édimbourg, ils se sont réfugiés à Glasgow. Voilà, ça revient quasiment au même, sauf que pour nous ça nous arrange parce que comme ça on fait notre petit truc, notre sauce dans notre coin. Mais c'est vrai que quand j'avais proposé, on avait réfléchi, j'avais proposé des villes d'Europe de l'Est comme Prague aussi au début. Après on a un énorme intérêt aussi pour tout ce qui est nordique. Donc je m'étais dit tiens ou alors on joue dans une cité nordique de Norvège ou de Suède ou tout ça. Et le truc c'est que on s'est dit on a déjà joué beaucoup à Trudvang, on a joué à Yggdrasil et voilà, ça fait du bien de changer aussi. C'est ça, on a mis un peu on s'est dit cette fois-ci on va laisser le nordique de côté et on va faire autre chose. On le reprendra bientôt. Et le truc aussi c'est parce que Édimbourg, vu que c'est une ville où on est allé, qu'on a été visité, quand on parle de certains lieux, pour nous c'est des lieux qui nous évoquent beaucoup de choses parce qu'on les a vus. C'est pas comme faire une partie comme jouer dire on prend le setting de Los Angeles, t'es jamais à Los Angeles, tu y es jamais allé, tu sais pas exactement à quoi ça ressemble, c'est difficile de s'y projeter, alors que là Édimbourg, l'Écosse, comme on y est allé en voyage, moi j'y suis allé 2 fois, du coup c'est des lieux, voilà, quand j'en parle, moi j'ai les images de ce que j'ai vu directement là-bas, donc je trouve ça plus sympa aussi. Et question suivante. Ouais, je suis en train de réfléchir. T'as tout dit. Ouais. Oui, non, juste par rapport au setting aussi, c'est parce que je me suis dit, je vais faire aussi une communauté de vampires plutôt légère, parce que par exemple, Chicago by Night, il y a le supplément qui est sorti, actualisé pour la V5. C'est pas moins de 80 PNJ qui gravitent dans Chicago. Alors je dis pas, ça fait des caisses et des caisses de pistes, d'intrigues, de trucs comme ça. Ouais, c'est génial. Mais c'est peut-être parfois un peu trop. Et là, on voulait faire un truc à taille humaine. Puis pour un PJ aussi, parce que c'est vrai que quand à table on a 4, 5 ou 6 persos, c'est pas gênant si chacun a un peu sa myriade de PNJ avec lui. Ouais, ça fait une toile d'araignée de relations et tout. Mais c'est vrai que toute seule, c'était pas la peine non plus d'être noyée avec des PNJ que j'allais pas avoir le temps de côtoyer. Déjà rien que là. Déjà là, oui, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait du léger.
Et ouais, j'aborderai un autre point après. Euh, petit point suivant, le fait de jouer que un MJ, un PJ. Bah ça c'est tout bête, c'est que bon, la situation actuelle fait que c'est compliqué de se réunir. Un autre point, c'est que quand j'ai voulu lancer le Vampire, même si sur ma chaîne, on a fait quelques vidéos au début, Ne m'oublie pas, Racine, du Star Wars, on jouait avec les cams. Ensuite, j'ai une connexion pourrie, donc ensuite j'ai un peu laissé tomber les cams, et voilà, puis du coup, j'avais mes joueurs de l'époque qui, eux, sont friands de jouer avec des cams. Bah, comme je jouais plus avec les cams, après ils sont partis, ils ont fait leur communauté. Après, ce qui n'empêche que on rejoue de nouveau avec eux sur Vampire Bâton Rouge, ce qui est super cool et on s'amuse vraiment bien sur ce truc-là, sur cette partie-là. Merci Henri et Willy et Pizzi. Mais du coup, j'avais envie de rejouer avec des cams parce que voilà, pour tenter une nouvelle expérience. Et le truc, c'est que parmi tous mes joueurs IRL, je n'ai qu'une joueuse qui veut bien être filmée, ce qui a vite limité. Et après, et le Covid aussi qui fait que le jeu IRL c'est mort. Le confinement. Mais c'est vrai aussi qu'on a régulièrement joué à un perso, un MJ ensemble, que ce soit avec Eric en MJ ou moi qui masterise pour lui, et c'est intéressant aussi. Voilà, c'est un jeu qui nous plaît aussi. C'est pas toujours simple, mais c'est super riche aussi parce qu'on est tout seul à se démener. Donc tout ce qu'on fait, c'est vraiment grâce au RP, grâce aux interactions, grâce à ce qu'on a mis en place. Donc c'est intéressant aussi. Et après, ça permet aussi d'avoir un jeu qui est vraiment centré sur le personnage. On peut développer des intrigues personnelles, des intrigues vraiment centrées sur le personnage, alors que avec une table, forcément il faut partager son temps entre tous les joueurs, et dès qu'il y en a un qui veut développer quelque chose, forcément ça prend du temps sur les parties, sur les campagnes. Donc c'est pas toujours évident de le faire. Et puis après, au niveau du RP aussi, il faut pouvoir jouer des scènes personnelles, des choses vraiment dans des émotions fortes, et des fois c'est pas toujours simple avec tous les joueurs, et de le faire aussi devant les autres joueurs, alors que là c'est vrai que comme on est à deux, il y a moins le regard des autres joueurs, et on a le temps de développer tout ça, et c'est pas aux dépens d'autres joueurs. Ouais, parce que là, comme elle dit, faire une scène où tu mets ton personnage et un peu plus en danger ou un peu plus à nu, qui va être un peu particulière à jouer. Si tu fais ça autour d'une table, tu as le choix de faire des apartés, de faire sortir les joueurs, ou voilà. Sauf que du coup, les autres joueurs ne vont pas profiter de la scène qui peut être intéressante à regarder. En plus de ça, ça peut durer plus ou moins longtemps. C'est toujours on en revient au même problème des apartés, de est-ce que je fais ça, est-ce que tous les joueurs restent à la table et on dit que eux, leurs personnages ne sont pas au courant, mais les autres personnages assistent au spectacle qui se passe, ou est-ce que pour le jeu, ils quittent la salle, et du coup, voilà, ce qu'ils ne connaissent pas, ce que ce que les joueurs ne savent pas, leur personnage ne le sait pas non plus, et voilà, ça peut faire des trucs sympas. C'est toujours un peu compliqué. Mais du coup, effectivement, jouer à deux, c'est tout ce que tu as dit. Le fait aussi que on n'avait pas envie non plus j'avais pas envie de jouer avec les cams en virtuel, parce que comme j'ai une connexion pourrie, dès qu'on commence à mettre de la vidéo, ça devient compliqué. Là, sur les parties de Bâton Rouge, il y a des moments, ça rame un petit peu, on fait beaucoup d'essais avant de lancer la partie pour voir si c'est stable, et c'est quand même relativement limite de temps en temps. Donc voilà, on préférait faire vraiment un truc. C'est ça. Je voulais faire filmer une partie sur table avec du lancer de dés,
voilà, une vraie partie, enfin non, c'est pas vraiment une vraie partie de JDR, parce que j'aime pas quand les gens qui disent ouais, le JDR virtuel c'est pas du vrai JDR. Si, c'est du vrai JDR, c'est juste que on y joue différemment. Là je voulais faire du truc, une partie filmée avec du jet de dés, du truc en direct, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure. Donc voilà, comme j'ai pas de joueurs qui veulent être filmés sauf Aurélia, le gros avantage aussi c'est que comme on habite ensemble, on se dit tiens ce soir on va jouer. Et puis parce que pour éviter, plutôt que de regarder des conneries à la télé que nous n'avons pas, comme ça au moins on est tranquille. Mais on se dit voilà, on va se faire une petite partie, on va jouer 1 heure et demie, bon la plupart du temps ça tourne autour de 2 heures parce que j'ai du mal à m'arrêter, on est lancé dans le truc et on ne voit pas l'heure passer. Donc et ça nous arrive aussi de se dire tiens ce soir on va jouer, puis la journée était pourrie, et bon ouais non, en fait on est crevé, on n'a pas envie. Oui, on a cette liberté d'emploi du temps. Ça c'est vraiment cool. Ce qu'on pourrait pas avoir si on avait un joueur supplémentaire avec qui il faudrait gérer le planning, tout ça, savoir si tel soir il est dispo. Parce qu'en plus on joue que le soir parce que sinon on a les gosses dans les pattes, donc c'est pas la peine, c'est mort. Donc voilà, c'est plein de trucs qui font que il y a de cela un petit moment quand même, on s'est mis à faire du JDR. Ça fait ça fait longtemps qu'on fait du JDR à deux. Ça fait au moins, je sais pas, peut-être toi t'as commencé il y a 12 ans, non 13 ans. Je crois qu'on a dû commencer il y a une dizaine d'années à jouer que à deux. Oui, on a la grosse campagne L5A avec Kakita Benkei. Oui, c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. On a fait, je sais pas, peut-être on a dû faire plus de 30 séances de Kakita avec ce personnage-là. Là, on a repris sur la chaîne, il y a une petite campagne avec Kakita Kaimon, qui est le fils de Kakita Benkei. On s'est dit, on avait voulu relancer un truc, parce que L5A, c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Et du coup, on a relancé à jouer juste avec Aurélia comme joueuse. Et voilà, donc on a relancé ça. Et on a fait plein d'autres trucs. On a fait du STRN aussi. Mais ça, c'est vrai que c'était ton envie de filmer et de montrer par rapport au vocal simple quand on enregistre les parties en audio, c'est une chose, mais le fait de filmer, d'avoir l'expression, de pouvoir jouer sur des petites choses comme une tenue, ou de tenir le téléphone, ou de donner les boucles d'oreilles. Enfin, il y a certains d'entre vous qui nous ont dit c'est vrai que c'est sympa. Ou avoir le t-shirt du travail. Voilà. Ou Denis qui met sa capuche. Enfin, des petites choses qui font un peu plus immersif. Alors même si on le fait pas forcément, c'est pas forcément toujours calculé, ou c'est un peu dans l'impro, mais c'est vrai que... Tu cherches pas non plus à te mettre forcément, mis à part quand t'avais mis le sweat à capuche et le t-shirt du Banshee. C'est pas forcément systématique, mais c'est vrai que c'est des petites choses qu'on fait et que les joueurs font autour de la table. Le fait de se lever, de prendre une attitude, de prendre un objet, c'est des choses qu'on fait autour d'une table. Et là, avec la vidéo, c'est quelque chose qui apporte un petit plus, peut-être, avec nos expressions par rapport à l'audio. Il y a eu des commentaires qui disaient que c'était sympa de voir du jeu, de voir la tête du MJ et des joueurs ou de la joueuse, que c'était plutôt sympa, c'était plus sympa que juste avoir l'audio. Juste avoir l'audio, parce que justement pour ce côté mimique, un peu... Donc voilà, ça c'est cool. Après si on fait ça, c'est pas non plus... on n'est pas là, on s'est pas dit, je me suis pas dit tiens, le Roll and Play ils font ça, Tales of Pi, tout ça, ils font ça. Non, c'est juste que ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Oui, parce que ce que tu aimerais faire après, c'est des parties en costume. Parce que du coup, une autre passion, c'est aussi de faire du GN, des fêtes médiévales en costume. Et donc, c'était une envie aussi de pouvoir faire après derrière des parties en costume. Donc, c'était aussi un petit test aussi pour nous de voir si on allait réussir face caméra, à filmer, à jouer face caméra, parce que c'est quand même quelque chose qui est pas évident, parce que c'est une mise à nu supplémentaire. Déjà l'audio, de se dire oh là là, on va être enregistré, il y a des gens qui vont nous écouter, si on bégaye, si on dit des bêtises,
on invente des mots qui n'existent pas. Il reste une trace. Tu parles de défouroter le non, pas du jag. tout. Et là, avec la vidéo, c'est encore plus, se porter un peu à nu au regard des autres, voilà. Mais après, c'est vrai que une fois le début de l'enregistrement commencé, on n'y pense plus trop. Hein, ouais, c'est toujours le début qui. Moi, j'ai un peu. Voilà. Le temps de se lancer et de se dire wow, ça y est, c'est filmé. Et après, on oublie, on est tous les deux dans le jeu, dans les personnages. On est pris par l'histoire, donc après on fait plus attention. À partir du moment où je commence à faire le résumé, c'est après, bon, on est dedans. Après, voilà, moi ça passe. Ouais. Mais au début, quand je lance l'enregistrement, c'est toujours un peu tendu. Voilà, c'est toujours un peu tendu, mais bon, voilà, mais c'est cool, c'est une expérience sympa. Et voilà, effectivement, comme disait Aurélia, on pense proposer bientôt faire toujours on va faire du 2 joueurs mais sans MJ. Et on fera ça en costume, tout ça. Après, je pense qu'on fera peut-être une petite vidéo avant de lancer le truc. On fera peut-être une petite vidéo pour expliquer 2-3 trucs, notamment le système qu'on va utiliser qui peut être un peu particulier quand on s'attend pas trop à ça. Mais voilà, et on fera un petit truc. Question suivante. Ouais, je vais prendre ma feuille parce que là je commence à oublier. Donc le jeu, par rapport au jeu à un seul joueur aussi, ce qu'on voulait dire c'est que du coup je ne fais pas, même si sur L5A je faisais des scénarios qui étaient déjà écrits, mais du coup je les adaptais beaucoup. En face, on va dire les ennemis étaient, je m'arrangeais, je m'adaptais pour que ce soit au niveau pour un joueur. Pour un personnage. Mourir à chaque partie. Ouais, surtout L5A où c'est plutôt violent. Donc à chaque fois, il y avait toujours un boulot d'adaptation. Après, le gros avantage, comme Aurélia le disait, c'est qu'on peut aborder des thèmes, des sujets qu'on pourrait avoir un peu, pas honte, mais on n'oserait pas faire autour d'une table avec plusieurs joueurs. Notamment, peut-être aborder des thèmes un peu plus intimes. Là, notamment, je pense à la relation que Isobel a avec Aelan. Là, sur les dernières sessions où, en fait, Isobel a enfin réussi à se de nouveau rapprocher d'Aelan et les deux personnages ont fait l'amour. Voilà, on rentre pas sans rentrer dans le détail, ça sert à rien. Mais voilà, c'est des trucs qui... Alors, nous, on joue avec des joueurs la plupart du temps, on joue avec des joueurs quarantenaires ou trentenaires bien avancés. Donc il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. La plupart du temps, ce sont des joueurs qui sont suffisamment matures pour ne pas ricaner ce genre de trucs. Après, jouer avec de jeunes joueurs, ça nous est déjà arrivé. Et ouais, il y avait des trucs, on voyait bien que quand on abordait un sujet, ça faisait ricaner, ou on se prenait des réflexions. Oui, ou ça met mal à l'aise. Ou ça met mal à l'aise aussi. Donc voilà, c'est des trucs. Là, quand on joue que à deux, en plus, voilà. Il y a une confiance aussi entre nous deux pour aborder ce genre de truc là, même s'il a en vidéo, c'est l'aborder devant possiblement des gens qui vont regarder, qui vont écouter. Mais voilà, c'est quand même des trucs, une occasion d'aborder des thèmes qu'on n'aborde pas forcément autour d'une table. Même si je dis pas, il y a des tables qui le font, il n'y a pas de souci. Mais moi j'en ai pas vu beaucoup. Et parfois, souvent autour d'une table, il y avait toujours au moins une personne que ça gênait, qui voulait un peu évacuer le truc pour histoire de passer à autre chose. Parce qu'il y a des gens qui sont autour d'une table pour lancer des dés, pour faire des super aventures, des trucs comme ça. Et le côté sentimental, ils en ont rien à foutre. Non, mais même que c'est des fois des choses pas évidentes à aborder avec... Oui, il y a ça aussi. Avec d'autres personnes, c'est pas... Donc voilà, c'est toujours... Après, le truc, voilà, ce qu'on disait, c'est que le joueur, la joueuse en l'occurrence, doit être tout le temps active et réagir à tout, puisqu'elle est la seule à décider et tout ça, ce qui fait que c'est une façon de jouer qui peut être un peu fatigante pour le MJ et le joueur, parce que du coup quand les joueurs discutent entre eux, c'est cool, le MJ il peut se caler dans le fond de son fauteuil et attendre, ou réfléchir, ou jeter un œil sur la suite, ou voilà. Alors aller chercher un truc à boire. Voilà, ou alors que là, c'est toujours actif, et c'est pour ça que on fait des parties de 2 heures. J'aurais du mal à faire des parties, mais si ça nous est arrivé sur L5A, de faire des grosses parties, mais c'est vrai que c'est fatigant.
c'est fatigant, mais par contre c'est vraiment ce qui est très bien aussi pour moi en tant qu'MJ, c'est que voilà, c'est ce qu'il faut faire quand on joue comme ça, c'est aussi être énormément à l'écoute de la joueuse pour rebondir sur ce qu'elle propose, pour voir un peu si voilà, la joueuse va pas trop dans ce coin-là de l'histoire. Bon, c'est pas grave, vite. Du coup, faut se dépêcher de rebondir, mais c'est bien d'écouter. Voilà. Par rapport à ça, à la fin de chaque session, on débriefe un petit peu pour voir un peu ce qui a été. Donc c'est comme ça que j'ai appris que sur certaines sessions, j'ai donné un petit peu moins la parole à la joueuse. Non, c'était pas la parole, c'était oui, que je t'avais moins donné la narration. La main sur voilà. Mais c'est des moments où on peut débriefer là-dessus. Et alors, par contre, quand on joue, à aucun moment, parce que on pourrait se demander au cas où, vu qu'on à aucun moment je ne lui parle pas du tout de ce qui se passe, de ce qui va se passer dans les sessions suivantes. C'est que comme n'importe quelle partie, elle découvre en jeu directement. Il y a une fois ou deux où je t'ai demandé. Tu m'as demandé qu'est-ce que entre deux arcs narratifs, voilà. Qu'est-ce que j'aimerais faire après, qu'est-ce que je compte faire sur quoi je veux partir et ce que tu aimerais explorer comme aussi ou comme PNJ ou voilà. C'est là que tu m'avais parlé de Timothy Russell, en savoir peut-être un peu plus, que tu m'avais aussi Marie Lafleur aussi. Donc ça c'est genre sur les 14 sessions qui sont sur les 14 vidéos qu'il y a. On l'a fait 3-4 fois peut-être. Ouais, elle a tout cassé. À peine. Oui, le fait que je voulais travailler sur le Banshee, toi, ça t'a permis de préparer, de commander un t-shirt et de préparer à quoi ressemblait le lieu. Le Banshee, il existe réellement, donc j'ai juste été regarder des photos sur. Oui, mais ça, sur Internet, tu les as préparés, tu as préparé qui est-ce qui travaillait, quels pouvaient être les horaires, comment s'organisait le lieu. Donc il y a juste ces petits moments de. Souvent, c'est entre deux arcs narratifs. C'est surtout ça. C'est à ce moment-là que je le fais. Et encore, je te demande 2 ou 3 trucs, mais je te dis pas pourquoi je te demande ça. Après, moi, je sais pas du tout ce qui va. Donc ça, c'est sortir. Donc c'est un petit peu. Au final, j'en viens au point suivant, c'est que pour moi, en tant qu'MJ, c'est la préparation. Moi, quand on a décidé de jouer à Édimbourg, je me suis dit je vais chercher des images, des photos de personnages de séries ou de films que j'aime bien. Donc vous avez dû reconnaître, il y a des personnages qui viennent de The Strain, il y a des Sons of Anarchy avec Fergus, il y a John McKinnon qui est un acteur que j'aime bien, qui jouait dans Tchernobyl, dans The Terror et je sais plus trop quoi. Voilà, il y a plein de personnages comme ça. Il y a aussi Ali, je crois que c'est une chanteuse de métal. Donc voilà, j'ai été chercher quelques images dans mes banques d'images ou sur internet. Et une fois que j'avais ça, je me suis dit tiens, lui, j'ai l'impression que lui, il ferait bien pour un mec de tel clan et tout. Donc voilà, j'ai créé les PNJ comme ça. J'aurais donné un clan, un nom, plus ou moins une génération. À chaque fois, j'écris 2 ou 3 lignes d'histo, mais pas plus. J'ai pas fait les caracs. Et je me suis dit, on verra en jeu vers qui elle se tourne. Et j'improviserai des trucs sur les PNJ. Ce qui fait que pour les PNJ, j'ai juste ma liste. Et c'est en cours de jeu ou entre séances où je me suis dit, ah tiens, j'ai dit ça sur ce PNJ là pendant la session, ça me ferait, tiens, j'irais bien sur ce truc là au fur et à mesure. Par exemple, Samuel Lennox, au début, je m'étais dit, lui c'est un brouhaha, mais c'est un mec un peu physique et tout ça, un peu qui se laisse pas intimider. Et au fur et à mesure que ça s'est construit, j'en suis venu à dire que c'était un ex-membre des forces spéciales britanniques. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Pareil avec Ali. Au début, je l'avais pas du tout réfléchi. Je m'étais pas du tout dit tiens, Ali, en fait, sa famille, c'est eux qui tiennent le Banshee. C'est des trucs que c'est venu au fur et à mesure. C'est venu au fur et à mesure. Entre les sessions, en fait, je reprends mes PNJ et je me dis tiens, je vais rajouter tel truc là-dessus. Sur le PNJ là, j'ai dit ça, je m'en rends très bien là-dessus. Voilà, il y a que. Alors s'il y a un PNJ où j'avais détaillé un peu plus de trucs, c'est Denis.
parce que ça allait être le premier vampire avec qui Isobel est rentrée en contact. Non, le deuxième, c'est pas, parce que le premier c'était Simon. Mais il compte pas, lui. voilà, il compte pas. Mais voilà, je me suis dit, Denis, je vais développer un peu plus de trucs, son caractère et tout ça. Et voilà, mais sinon tout le reste. Et après, les PNJ autour d'Isobel humaine, ça, on les avait construits ensemble, et c'est moi qui avais cherché des images, comme Eric, en fait, de personnages qui me plaisent, ou de séries, ou de films, ou de photos, voilà, par rapport à son environnement. Voilà, donc on avait défini un petit peu sa vie humaine, ses habitudes, ses centres d'intérêt, les PNJ avec qui elle était en relation dans le travail, dans la vie perso, sa famille, etc. Et après c'est Eric qui les met en scène dans les parties au fur et à mesure. Après j'ai brodé des trucs. Par exemple, toi tu m'avais donné les PNJ, tu m'avais donné que des prénoms. Donc moi je leur ai attribué des noms de famille à chacun de mon côté. Et puis par exemple Aylan, en fait on n'avait rien développé de plus que c'était le petit ami d'Isobel, et on n'avait pas développé le fait que ses parents avaient une grande maison à Édimbourg, qu'ils étaient rarement là, tout ça. Ça c'est venu vraiment qu'on a improvisé en cours de partie. Au fur et à mesure. Et en plus là je crois même que c'est un truc que je t'ai demandé, on en a discuté vraiment pendant la session, de se dire oui tiens, ça va être ça. J'avais le droit de décider des choses. Voilà. Donc voilà, c'est un peu pour la préparation. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai prévu quelques arcs narratifs. Donc il y a eu le premier, c'était la découverte et le passage dans le monde vampirique et l'apprentissage. Le deuxième arc narratif qui est tombé, c'était avec l'ancienne maison qui était hantée par un fantôme. Parce que en fait je voulais pas partir dans les intrigues hyper politiques, je voulais vraiment rester plutôt autour des PNJ humains, mais avec un petit truc qui allait toucher aux principaux pouvoirs d'Isobel, qui est ses sens exacerbés et son sixième sens, le fait de voir ce qui est invisible. Et du coup j'ai réfléchi, en plus ça me permettait de raccrocher aussi sur une portion du monde des ténèbres. Puisque le monde des ténèbres, il y a plusieurs jeux différents, il y a vampire, loup-garou, changeling, il y a race qui permet de jouer des fantômes, et il en manque un mage qui permet de jouer des mages qui modifient la réalité, plus toute une myriade d'autres trucs qui gravitent autour. Et je m'étais dit, tiens, ce serait aussi l'occasion de lui présenter une autre partie du monde des ténèbres, juste par le biais de ce petit arc narratif là. Donc voilà. Et le dernier arc narratif, c'était plus autour de là par contre on est arrivé dans le politique avec le conflit entre la Camarilla et les anarches. Là ça commence à devenir un peu compliqué, avec Émilie aussi, parce que au milieu de tout ça. Parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est j'avais demandé à Aurélia quel PNJ t'aimerais bien rencontrer un peu plus. Donc il y avait eu Timothy Russell où t'as découvert certaines choses, Marie Lafleur, et après je me suis là, par contre pour Émilie je t'ai pas demandé. Non, tu m'avais demandé. J'ai pas demandé, et j'ai fait exprès pour mettre un truc pour la mettre en relation avec un PNJ avec qui c'était plutôt mal barré au début, mais voir un peu ce que ça pouvait donner, et aussi amener Isobel et Aurélia à se rendre compte qu'en fait Émilie n'est pas si mauvaise que ça, mais qu'elle est spéciale. Elle est spéciale, mais que voilà, c'est pas donc en fait je voulais que ça amène un sentiment un peu ambigu par rapport à Émilie. Alors je sais pas si j'ai réussi. Si, carrément. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que quand je prépare, je me dis tiens, je vais partir là-dessus. J'ai déjà préparé quelques arcs narratifs pour la saison 2. Il y a aussi certains éléments de la saison 1 qui nous ont toujours pas été résolus. Donc ça on verra la saison 2. Donc voilà, on va partir sur d'autres trucs, mais en fait je prépare, comme je fais beaucoup depuis quelques années, c'est que maintenant en fait je fais 5-6 lignes d'intrigue, et après je brode et j'improvise 90% du scénario là-dessus, par rapport à ce que font les joueurs, par moment j'ai une idée de scène que j'aimerais bien voir, et hop je le balance.
Voilà, et je vois si ça accroche ou pas. Donc voilà, au niveau préparation, c'est assez relativement léger. Il y a que les PNJ, je les ai repris au fur et à mesure, et les PNJ qu'on revoit régulièrement, là j'ai commencé à déterminer quelle discipline ils avaient, de quelle génération ils étaient. Je commence à mettre des petits trucs, à étoffer un petit peu plus. Si, après c'est le contexte, quoi. Tu cherches régulièrement les plans, où est-ce qu'ils vont habiter, des fois des visuels, des descriptions. Ouais, alors c'est vrai que les visuels, j'en partage pas beaucoup. Je vais essayer d'en partager dans la saison 2, je vais essayer de préparer un peu plus ça, de partager plus de visuels, parce que là j'ai préparé les visuels des PNJ, mais je vais en préparer d'autres, plus aussi pour des lieux. Mais après c'est vrai que oui, je m'amuse aussi beaucoup à chercher toutes les anecdotes qu'on raconte sur Édimbourg, sur les fantômes, sur le joueur de cornemuse, sur les voûtes, tout ça. J'ai rien inventé. C'est que des anecdotes du Édimbourg occulte et paranormal que je vais piocher, que je vais chercher sur internet. Des petites, je trouve ça sympa en fait on fait pas un cours d'histoire, un cours magistral, mais on donne des petits détails qui, je trouve, moi c'est toujours le genre de truc, les tout petits détails qui font que ça nous met un petit peu plus dans l'ambiance. On n'est pas juste dans un décor carton-pâte, c'est que derrière il y a vraiment des histoires, des trucs, des anecdotes sur tel ou tel lieu ou telle signification et tout. Alors, j'aime bien, c'est des tout petits détails qui mettent encore plus dans l'histoire, je trouve. Alors, je suis en train de regarder vite fait ce qu'on avait préparé. Si on avait noté quelques trucs. Bah toi, qu'est-ce que... Ah, il y a une des questions, quelqu'un avait demandé un peu qu'est-ce qui, toi, t'avait donné envie de jouer à Vampire et qui te plaît dans ce qu'on est en train de faire en ce moment. Hormis le fait de jouer... Hormis le fait de jouer à Édimbourg, qui est une ville et l'Écosse, c'est un pays, une ville qu'on adore. Et le fait de bien aimer jouer en solo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après moi je fais confiance à Eric parce que je sais que, sans le flatter, parce qu'après il prend la grosse tête, mais quel que soit le jeu en fait qui masterise, je sais que voilà, il y a toujours matière, les personnages sont toujours exploités, il y a toujours des émotions, des situations intéressantes, donc voilà, donc je lui ai fait confiance comme d'habitude, puisque de toute façon quand il me dit on joue à quelque chose, bah je suis. Sauf pour jouer à Alien. Mais déjà il y avait ça, et puis après je trouve qu'il y a dans Vampire, il y a ce côté assez ambigu c'est quelque chose qui est attirant, il y a un côté très séducteur, très beau parleur d'un personnage voilà, qui donne envie, qui a ce pouvoir d'attraction et qui en même temps est très dark, très puissant, très malfaisant en fait. Et voilà, je trouvais ça intéressant. Et en fait, en y jouant, c'est le côté on est au-delà de l'humanité, mais en fait on a les mêmes problèmes que les humains, donc c'est enfin voilà, c'est une façon de décaler plein de problématiques voilà, que j'aime bien jouer dans le jeu de rôle, qui sont intéressantes. Donc ouais, c'est ça qui m'a bien plu, ce côté un peu de jouer avec le feu, quoi, d'être sur d'avoir du pouvoir, d'avoir de l'ascendant sur les autres, mais tout en étant très fragile et en dépendant des autres. Donc voilà, il y a un côté comme ça très paradoxal en fait dans le jeu. D'être un monstre soi-même et de devoir gérer avec son... Ouais. Ça, voilà. Ça aussi, c'est ce que tu avais dit, que c'était sympa, le fait de, oui, t'es plus humain, t'es un monstre entre guillemets, mais t'essayes de te débrouiller avec ta morale et ton restant d'humanité. Et du coup, c'est ça qui était intéressant aussi avec les PNJ vampires. C'était toute la découverte de... mais qu'est-ce que c'est que ce délire en fait, et de tout ce jeu avec les vampires, et en même temps avec ma vie d'avant et Aylan, des gens qui
qui sont tous les repères, toutes les attaches, parce que j'avais pas envie de jouer quelqu'un qui devient vampire et puis qui s'en fout de tout ce qui lui est arrivé avant et puis qui fait table rase et qui embrasse sa vie de vampire. Youpi, c'est formidable. Ou de commencer le jeu directement en tant que vampire alors que t'avais pas les connaissances de tout ce que ça implique du jeu derrière aussi. Donc voilà, c'est ça qui m'a plu en fait. Et puis du coup de découvrir la ville autrement aussi, et ça je trouve que c'est quelque chose qui est chouette aussi, parce que du coup Édimbourg c'est une ville dans laquelle on s'est promené, ça peut être n'importe quelle ville qu'on connaît, et puis tout d'un coup elle est peuplée de tout un tas de choses, de fantômes, de créatures, de vampires, de je ne sais quoi, et d'un coup c'est ça aussi. Je trouve qu'on ressent dans les voyages, c'est le côté très attractif d'un pays. Ah ouais, c'est super, c'est très chouette, tout est très beau quand on arrive. Et puis en fait, quand on y reste, on se rend compte un peu de l'envers de la carte postale, des problèmes, de la pauvreté, des problèmes politiques, des problèmes d'immigration, enfin de tout ce qu'il peut y avoir dans la réalité d'un pays. Et je trouve qu'il y a ce côté-là aussi. Voilà, il y a le côté humain et puis le côté vampire avec la société dans l'ombre, il y a tout ça en fait. Non, c'est ça qui m'a plu. Et après j'ai bien aimé aussi le fait que ça commençait gentiment, enfin non, ça commençait de façon merdique, mais ça se passait plutôt bien. Il y avait la relation avec Denis. Après, Eric il m'a laissé reprendre contact avec Aylan, gérer le fantôme. Et puis en fait, au fur et à mesure, il y a eu des trucs qui sont tombés sur Isobel au fur et à mesure. Et là, j'ai trouvé ça sympa aussi que ça change, en fait, que ça évolue. Et qu'au fur et à mesure, elle mange, qu'il lui arrive des choses de moins en moins sympathiques, qu'elle soit obligée de faire des choix en fait, et ce que j'adore c'est que du coup les choix qu'elle fait ont des conséquences, et de voir qu'est-ce qui se passe, comme les dominos qu'on pousse, et au fur et à mesure ça a des répercussions et ça amène autre chose. Et ça, ça j'aime beaucoup jouer avec Eric aussi pour ça, parce que c'est pas, on se sent pas enfermé dans un scénario où il y a un indice, une piste, un indice, une piste, et puis l'arrivée elle est forcément là. Que du coup là tu me laisses un champ complètement libre, et que selon ce qui se passe, selon ce que le personnage fait, il y a vraiment des conséquences, et ça revient au personnage, et il doit assumer tout ce qu'il fait, quoi. Ouais, parce qu'il faut dire ce qui est pour toute la gamme de White Wolf, donc du Monde des Ténèbres, ils ont jamais été très bons avec les scénarios, parce que souvent c'est des scénarios, soit ils sont pas bons, soit c'est des squelettes de campagne, donc il y a beaucoup de boulot derrière. Alors pour des MJ qui ont l'habitude d'improviser des trucs, c'est amplement suffisant, ça fonctionne. Mais par exemple en français, en scénario amateur ou semi-pro qui sont sortis dans des magazines, dans Casus Belli, première ou ancienne version, déjà les trucs c'est toujours des scénarios où les personnages sont les larbins du prince du coin. Et le prince leur dit vous faites ça, c'est une mission, vous faites ça, sinon X punition. Et du coup tu te retrouves à jouer un scénario d'enquête, d'intrigue basique, où ton perso de toute façon, tu pourrais jouer un toréador, un brouhaha ou n'importe quoi, ton perso est complètement interchangeable, le scénario n'est pas autour de lui, c'est vraiment... la mission. C'est la mission, voilà. Et ça j'avais pas du tout envie de faire ça. Et alors que Vampire, c'est un jeu qui pousse à jouer justement autour des personnages. Alors que le fait aussi de jouer tout seul, même si j'avais eu 1 ou 2 joueurs en plus, on aurait pu le faire. On aurait pu le faire. Donc c'est vraiment ça qui, en tout cas moi, qui me plaît beaucoup. Après dans ce qu'on fait, dans ce qu'on joue, c'est très sympa. Il y a des trucs
D'ailleurs, on va en arriver à une question qu'on nous a posée. Euh, c'est alors je vais commencer à répondre à cette question-là, et puis tu pourras répondre aussi toi de ton côté. On m'a demandé, est-ce qu'il y a un moment donné. Alors, on m'avait posé la question dans le milieu de la première saison. Donc, depuis, il y a eu d'autres moments. Mais est-ce qu'il y avait eu un moment où j'avais été surpris par les décisions de Aurélia Isobel et que du coup, ça avait un peu chamboulé mes plans, ou ça m'avait surpris et j'avais dû improviser pas mal derrière. En fait, j'ai pas de truc préétabli, puisque au fur et à mesure j'improvise tout le temps pour rebondir sur, même si parfois je me dis tiens, ça serait cool qu'il y ait une scène comme ça, mais je me dis pas je vais le mettre là maintenant, ça arrivera quand ça arrivera, si j'ai une occasion. Mais il y a quand même eu des moments où oui, ça m'a étonné. Les deux principaux moments. Le premier moment, alors c'était pas du tout parce qu'il y avait une décision hyper comment dire, difficile ou quoi que ce soit. C'est même pas une décision du personnage qui m'a surpris dans la suite de la partie. En fait, il y a eu, lors d'une session, ça a été une réaction que Aurélia a eue, où oui, j'ai dû prendre la situation différemment. C'est la première fois où Isobel a rejoint Aylan dans le cimetière. Et le truc, c'est que ça se voit peut-être pas forcément à la caméra, mais quand on a commencé à jouer la scène, j'ai vu tout de suite que il se passait un truc avec Aurélia, et j'ai senti qu'elle était émue de jouer cette scène-là. Et tu me détromperas, mais non, voilà, on en avait parlé après. C'est que je l'ai vu à sa tête et à sa façon de parler. Je me suis dit, si on continue à jouer la scène comme ça, elle était sur le point de pleurer. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un peu pris le truc en biais en interprétant Aylan à ce moment-là, en l'interprétant un peu plus, à prendre le truc, pas à la rigolade, mais en essayant de plaisanter malgré la situation quand même compliquée et particulière. Et ça a plutôt bien désamorcé le truc. Mais ça m'a surpris. Je m'attendais pas, en fait. Je m'attendais pas que pour le coup la joueuse soit, parce que là c'était plus la joueuse que le perso. Enfin, c'était plus la joueuse qui était pour moi cette scène c'est moi je m'investis dans mon personnage et je suis très sensible et j'imagine vraiment voilà, ses émotions, ses réactions. Et là, de me dire que je retrouve la personne que j'aime et que je peux plus vivre avec, ouais, ça m'a chamboulée. Après, je trouve que c'est ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, c'est de vivre plein de choses et plein d'émotions, de situations qu'on n'a pas forcément à vivre dans la vie ou qu'on vit pas tous les jours. Et ouais, je trouve que c'est des thèmes forts et ouais, ça m'a... Voilà. Après, on est quand même dans le milieu du JDR depuis quelques années. Il y a beaucoup de trucs qui tournent dans la théorie sur le jeu de rôle, qui tournent autour de la sécurité émotionnelle, la carte X, qui fait que s'il y a un sujet qui embête un joueur ou une joueuse, ils brandissent la carte X qui veut dire stop, on arrête tout. On veut pas parler de ça. Il y a aussi la théorie des lignes et des voiles. C'est que toute la table décide des sujets, des thèmes qu'ils ne veulent surtout pas aborder, donc ce qu'on met derrière les lignes, et des thèmes qu'on peut aborder mais sans rentrer dans le détail, qui est ce qu'on mettrait derrière un voile, qu'on voit vaguement mais sans plus de détails. Après, donc ça c'est un truc qui traîne beaucoup. Et là c'est vrai que comme on se connaît bien, très bien, c'est vrai qu'on n'en avait jamais vraiment dit, on n'avait pas discuté avant. On a déjà parlé par rapport à d'autres jeux ou d'autres thèmes, mais là pour la situation. Non, là mais moi ça m'a pas gêné de jouer ça et d'être ému. Alors
toi ça t'a pas gêné, mais moi pour le coup, en fait, ça m'a gêné dans le sens où T'étais surpris. j'étais surpris et je me suis dit, est-ce que Aurélia, même si, en fait, est-ce qu'elle était d'accord pour que ça apparaisse, ce soit filmé? Ah oui. C'est pour ça que j'ai biaisé le truc tout de suite. C'est parce que j'ai pas voulu faire de coupure dans la vidéo à ce moment-là pour voir un peu comment ça se passait et qu'on en discute tout de suite. Parce qu'on était dans le moment et c'était intense et tout ça. Mais c'est pour ça que j'ai biaisé un peu, parce que je me suis dit, si jamais on filme le truc, on joue le truc, qu'elle se met à pleurer et qu'après elle veuille pas que ce soit filmé ou quoi que ce soit, ce qui aurait pu être son droit. Mais je me suis dit, voilà, ça va être jeu. Moi, ça m'est compliqué. déjà arrivé, puisqu'on a fait du GN aussi, donc du jeu de rôle grandeur nature, où donc là, on est avec plein de monde en costume et chacun a son personnage, et c'est comme une partie de jeu de rôle, sauf que on la joue réellement, physiquement. Et ça m'est déjà arrivé en jeu, oui, de pleurer ou d'avoir des émotions, d'être en colère ou de jouer des scènes très très fortes. Mais voilà, ça fait partie... pour moi, ça fait partie, c'est de l'interprétation du personnage, et c'est un moment où on est touché par la situation, et j'ai fait du théâtre, et ça arrive aussi. Voilà, on joue une scène, il se passe quelque chose, et on est au milieu du jeu, au milieu de la scène, et on est pris par ses émotions. Et après ça me dérange pas, du moment qu'il y a un regard bienveillant par rapport à ça, et qu'il y a personne qui va se moquer ou en rire, ou voilà. Mais bon, sur le coup, comme ça m'a surpris aussi, et en fait, c'est comme je disais, j'improvise beaucoup de trucs, et là je me suis... à un MJ, un joueur, tu dois aller très vite, et là j'ai gambergé très vite pour essayer de trouver un truc, pour ne pas être obligé de couper, pour continuer la scène et tout ça, et l'humour, c'était une bonne chose. Et ça a été, voilà. Donc ça, c'était la première situation. La deuxième situation, c'est parmi les derniers épisodes qu'on a joué, quand Aurélia s'est trouvée, Isobel s'est trouvée toute seule avec Denis, et avec l'histoire du Banshee où le fléau a débarqué là-bas. Je me suis dit, en fait, j'ai déterminé qu'il se passait plusieurs trucs en même temps au niveau des PNJ, et je me suis dit, je verrai bien ce qu'Aurélia va choisir, ce qu'elle va décider de faire. Et quand elle m'a dit, tiens, je vais aller voir Deirdre, je me suis dit, merde, c'est un des pires endroits où elle irait, aller chez quelqu'un qui ne l'aime pas forcément, aller avec Emily, que Deirdre ne peut pas blairer, mais voilà. Et en plus de ça, je savais ce qui allait se passer sur place par rapport à Deirdre et les gars qui étaient chez elle. Et quand elle m'a dit je vais aller là-bas, je me suis dit bon, ok, ça va être folklore le truc, je sais pas comment on va gérer ça. Et puis du coup c'était intéressant. Voilà, on a fait avec. Après, avec la fuite est perdue alors que t'étais en train de fracasser la tête du mec à coups de table basse. Et après, vous êtes enfui, vous vous réfugiez dans les voûtes et tout ça. Bon voilà. Mais quand tu m'as dit ça, je me suis dit bon, ok, d'accord. Je sais pas comment ça va tourner. Et ça aurait pu être. Tu aurais pu me dire que t'allais au Banshee. Tu aurais pu me dire que t'allais. Tu fuyais complètement la ville. Il y aurait eu plein de solutions différentes. Je me serais adapté. Mais non. C'est juste qu'il y avait 2 ou 3 situations qui auraient été compliquées à gérer. Bon t'en as pris une des pires. Voilà, c'est comme ça. Ouais, donc voilà, c'est les 2 moments qui m'ont un peu où je me suis dit bon merde, qu'est-ce que ok, on va jouer, on va faire avec. Et toi, il y a des moments qui un moment qui t'a vraiment marqué Des moments qui m'ont marqué, oui. Après, qui m'ont surpris. En fait, je pensais pas qu'il y aurait vraiment un fantôme. Voilà. Je pensais qu'il y aurait
quelque chose ou une explication ou une autre ou un vampire qui manipule des. Enfin voilà, je m'attendais pas à ce que dans Vampire en fait il y ait des fantômes qui existent vraiment. Ça m'a un peu déroutée. Oh, tu savais. Et quelque chose qui m'a surpris. Si tu m'avais dit que la façon dont Isobel a été vampirisée, s'est réveillée dans le sac mortuaire, ça à la m'a morgue, vraiment c'était surpris. J'ai vraiment été déroutée. Et d'ailleurs, au début, je te l'ai dit, je m'attendais pas à jouer un truc aussi dur et aussi dark dès le début. En fait, je pensais qu'il allait me laisser humaine pendant un petit moment et puis faire affleurer des petites intrigues et puis voilà, me faire transformer tendrement par un gentil vampire sensuel. Et en fait, j'avais vraiment cette image du vampire séduisant, romantique. Et donc voilà, j'ai pas été déçue. Et alors un autre moment, pas qui m'a marqué mais qui m'a moi un peu mis mal à l'aise, ça a été difficile aussi, c'est le moment où Isobel elle est poursuivie par les deux petites frappes là dans la cité dans la zone industrielle, qui menacent de l'agresser, de la violer. Là ouais, j'ai pas fait la maligne et j'étais un peu pareil, à la limite de te dire on arrête ou on ellipse ou qu'est-ce qui va se passer quoi. En fait, j'ai vraiment cette sensation d'être prise à la gorge. Donc heureusement qu'il a fait intervenir Sam juste à temps. Et ça a été une session un peu hard. Et du coup après on en a reparlé avec Eric dans les débriefings qu'on fait après la partie et je lui ai dit là c'était quand même c'était quand même dur, c'était un peu à la limite, même si finalement mon personnage il ne lui a rien arrivé de dramatique, mais c'est quand même assez dur et ça peut être j'irais pas jusqu'à dire traumatisant, mais c'est quand même pas facile quand en plus on joue tout seul et qu'on peut pas avoir le secours des autres. Donc heureusement, c'est pour ça que les PNJ aidant entre guillemets un peu l'équipe de renfort sont importants, parce que quand on est vraiment dans des situations comme ça extrêmes, heureusement, ce que je lui dis après, je dis heureusement que tu as fait intervenir Sam Lennox, parce que c'est dur du coup d'être tout seul et de se sentir à ce point dépossédé ou enfin je sais pas comment dire, mais à la merci, vulnérable, enfin voilà, alors que du coup dans d'autres situations il y avait des points d'appui, il y avait des façons de jouer les choses, etc. Puis dans d'autres jeux, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de jouer des personnages qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne. Oui, ou qui savent se battre, ou qui ont des sorts, ou qui ont une autre façon de prendre l'ascendant sur les autres. Et ouais, c'est vrai qu'au début, je t'ai dit, ça a commencé vraiment. Je suis perdue, j'y connais rien, j'ai plus de repères, j'ai plus tout mon entourage, j'ai plus de repères au sens de refuge quoi. J'ai plus d'abri, j'ai plus de lieu où habiter. Enfin, c'est super, c'est génial quoi. Enfin, il y a vraiment eu ce côté on en a vraiment parlé. Ouais, ça c'est après de perdre pied et puis de dépendre de Denis, qui est très gentil, hein, soit dit au passage, Denis si tu nous entends. Non mais de dépendre de lui aussi, voilà, donc là on en a reparlé et c'était moi c'est un peu le moment où donc ça m'a un peu pris après c'est ce que j'ai dit à Aurélia. Après le truc, voilà, le monde des ténèbres, et c'est un monde qui est assez violent, assez dark. Alors après ça peut être un monde violent sans tomber dans le truc dans le grand guignol et dans le trop trash. Là j'avoue oui, les mecs qui agressent Isobel, et je me suis dit là j'y suis allé fort, mais c'est pour ça qu'après sur tout le reste sur les autres parties, par contre voilà, j'ai élevé le pied sur ce côté là.
Après, il y a aussi le fait que, effectivement, maintenant, tu es un peu plus entouré. Mm. Tu as pas mal de contacts. Donc, voilà, c'est. Et puis, bon, j'avais fait ça aussi, c'était pour bien montrer que, ouais, t'es vampire, mais qu'au final, t'es pas beaucoup plus puissante qu'un humain normal. T'as certaines capacités, mais t'es pas. C'est pas comme on voit souvent dans des films où les vampires sont hyper balèzes et tout. Non, t'es juste un humain normal. Enfin, t'as la puissance d'un humain normal. Enfin, en tout cas, ton personnage, parce qu'il y a d'autres vampires qui sont beaucoup plus balèzes, qui sont bien au-dessus. Mais voilà, c'était pour te montrer que, ouais, t'es vampire, mais pas. Ah bah j'ai bien vu. Voilà. Mais bon, c'était. C'est sympa, mais après, voilà, comme on en a pas mal discuté. Et puis je me suis adapté aussi. C'est aussi ça qui est sympa de jouer que à deux. C'est que là, je m'adapte qu'aux envies d'un seul joueur. Et aux limites, ouais, parce que c'est vrai d'un seul joueur, parce que s'il faut jongler avec plusieurs. Bah, des fois, ça t'est arrivé sur des parties avec des joueurs avec des sensibilités différentes de ne pas pouvoir aborder tous les thèmes ou tous les ressorts d'un scénario parce que certains l'ont dit avant, telle ou telle thématique ou telle situation, ça les gêne et du coup, tu es obligé de censurer ou de réadapter par rapport à certains, quoi. Ouais. Après, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait dire. Si ce n'est que. Alors pour l'instant, Denis est pas mal intervenu. J'essaye aussi de temps en temps de mettre un peu le focus sur un PNJ, histoire d'en découvrir un petit peu plus. Là, il y a eu pas mal de trucs sur Denis, il y a eu un peu sur Sam Lennox, quelques trucs sur Ali et Fergus, sur Marie Lafleur aussi. T'as rencontré Timothy Russell aussi. Et puis on a avec sa bibliothèque sur Émilie Blanchette à la fin. Émilie Blanchette aussi, et ça a été. Je pense que c'est le PNJ, peut-être. Avec Denis, c'est peut-être le PNJ qui s'est dévoilé le plus, ouais. Voilà. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui. Alors, il y a beaucoup de monde qui aime bien, qui adore Denis. Il a la cote Denis. Mais il y a pas mal il y a plusieurs personnes qui aimeraient bien en découvrir un peu plus sur Timothy Russell. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Donc, c'est pour ça que j'ai écouté aussi, quand j'ai vu ça, quand ce que tu m'as dit, est-ce que j'ai vu que d'autres personnes étaient intéressées par Timothy Russell. Voilà, je suppose que vous êtes tous, à l'heure actuelle, allés au bout au dernier épisode. Donc, voilà, vous savez que j'ai mis en place quelques petits trucs pour la saison suivante qui concerne Timothy Russell. Ça, on verra un peu... on verra en jeu ce qui va se passer, ce qui va en sortir. Après, qu'est-ce qu'on voulait dire de plus ? C'est bon, sur un feuille. Non, c'est ce que je suis en train de, c'est ce que je regardais, mais on a fait tout le tour. Bah oui, en fait, il y a pas mal de trucs qu'on a dit. Ouais, voilà. Ouais, tout est dit. Tout est dit, on n'a plus rien à dire. Mais non, ce qui te plaisait aussi dans les PNJ, ce qu'on aime bien, c'est le fait qu'ils soient pas des clichés tout noir ou tout blanc et que, comme Isobel, comme... Ah, je dis pas, il y a des PNJ qui sont clichés, pour quelqu'un qui connaît bien Vampire. Oui. Il y a des PNJ qui sont un peu clichés, le côté... Oui, McKinnon. Ouais, puis ou victime de la mode enfin, tu sais... d'Émilie Blanchette qui est quand même assez particulière. Après il y a des personnages par exemple comme Denis, j'avais pas du tout, et je voulais pas en faire justement, je voulais faire le mec, le pauvre type qui a été vampirisé, en plus il a été vampirisé par les pires, parce qu'il a été vampirisé par les Nosferatu, qui fait que toute personne vampirisée par un Nosfé devient laid forcément, et du coup le pauvre Denis, déjà que dans sa vie humaine il n'était pas aidé, mais là en plus c'est encore pire. Et je voulais vraiment que Denis ce soit le PNJ, le pauvre mec qui a rien demandé et qui au final il a des avantages puisqu'il a certaines capacités, mais c'est dur. Mais c'est dur pour lui, ouais. Et j'ai bien aimé le fait que il s'attache au basque. Après Denis, d'entrée de jeu, tu l'aurais envoyé chier. Voilà, j'aurais joué le truc en conséquence. Mais du coup, comme tu t'es attaché à Denis, ouais, parce que
pour moi, je sais pas, j'ai un peu cette impression-là que c'est comme avec les bébés canetons, en fait. C'est la première figure qu'elle a vue à son réveil de vampire. Et en fait, c'est lui qui lui a expliqué, qui l'a nourri. Donc, je sais pas, il y a une espèce de... C'est ma maman vampire, quoi. Enfin, c'est mon... Ouais, c'est vraiment comme les canards, quoi. C'est ma figure d'attachement vampirique. Oh, d'ailleurs, si, je viens de me souvenir d'un truc que je voulais aborder. Au fil des premiers épisodes, j'essaye de donner des informations du fluff, alors pas du fluff 100% officiel, parce que ceux qui connaissent Vampire se sont rendus compte que il y a certaines choses que j'ai pas fait comme il fallait, ou en tout cas à ma façon, mais au fur et à mesure je donne des informations sur la Camarilla, comment ça fonctionne, sur les anarques. J'essaye plutôt que de faire des apartés fluff, j'aime bien donner les informations en cours de jeu par l'intermédiaire de PNJ et tout ça, même si c'est pas forcément hyper développé, mais j'essaie de donner un max d'infos. Avec ces informations là, à un moment donné de la première saison, tu as eu le choix entre rester avec les anarques quand McKinnon est venu te voir, ou rejoindre la Camarilla. Je t'avais donné les informations sur les deux. Alors oui, tu as eu le point de vue des anarques concernant la Camarilla, tu as eu le point de vue de la Camarilla concernant les anarques. À partir de ce moment-là, et ça, je crois que je te l'avais dit avant la partie, ou non, je te l'ai dit après. C'est que là, tu faisais un choix qui est décisif pour la suite, parce que l'histoire aurait été complètement différente. Mais j'avais pas du tout prévu, je m'étais pas dit, je vais tout faire pour qu'elle reste chez les anarques. C'était... Oui. Je t'embête. Non, je t'ai présenté les anarques sous un jour sympa et tout ça, mais après tu m'aurais dit bah non, finalement je passe du côté Camarilla. Pas de problème, j'aurais adapté la suite en conséquence. Mais voilà, je m'étais pas dit là on va jouer que des anarques, machin truc. Imagine, tu serais passé côté Camarilla alors que les anarques prenaient le pouvoir à Édimbourg. Voilà, ça aurait fait une dynamique de jeu complètement différente. Mais je me serais débrouillé pour rendre le truc intéressant et pour qu'il y ait des trucs à faire. Bien sûr. Donc voilà, ça aurait été différent. Mais voilà. Bon, on a presque fait le tour. Juste préciser. Oui, on met Edinburgh by Night en pause, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. On va le mettre en pause pendant quelques semaines, je pense jusque mi-janvier. T'as des semaines vachement. Ouais, mi-janvier, parce que voilà, on va retenter quelque chose. C'est du jeu sans MJ, et on va jouer en costume. On va jouer dans une ambiance médiévale fantastique, très très orientée nordique, avec le jeu True Chronicle, qui est une espèce d'univers de mélange entre les mythes et le folklore nordique et le mythe et le folklore celtique. Un univers dark qui peut être assez violent. On avait déjà fait, il y a déjà une partie d'une campagne True qu'on a joué sur la chaîne, qui malheureusement on peut pas aller au bout parce que on a mis en pause pendant trop longtemps, et j'ai plus la motivation de me remettre dedans pour finir. Ouais, je sais pas, on a fait l'erreur aussi de laisser le truc, de faire une énorme pause pendant les grandes vacances. Voilà. C'est comme ça, c'est peut-être de ma faute, j'aurais dû relancer plus rapidement. Enfin, toujours dit que voilà, mais cet univers me tient à cœur. J'adore, voilà, comme on disait, on adore les univers nordiques. Voilà, on est fan de Vikings. On a organisé un GN Viking il y a quelques années. On a fait du Yggdrasil, tout ça. Voilà, on a aussi un peu des looks. On va pas se le cacher. On a aussi des looks un peu qui tendent un peu vers le Viking. Très peu. Non, très peu. Et puis nos enfants ont la même coiffure que moi, le crâne à moitié rasé.
Aurélia et tout ça, voilà. Et on attend qu'une hâte, c'est de pouvoir retourner en fête médiévale et de sortir les costumes vikings. Et du coup, ce qu'on avait envie de faire, à défaut, ouais. Du coup, ce qu'on avait envie de faire, c'était donc du jeu à 2 joueurs, sans MJ, où en fait, on va construire l'histoire au fur et à mesure. Il y aura des tables des tables qui vont nous donner des éléments qu'on va amener en jeu. Et voilà, et on va gérer avec un système très narratif. Et surtout, ce qu'on a envie de faire, c'est de se mettre en costume filmé, parce que ça nous éclate en fait. On adore les costumes et tout. Donc voilà, on fera ça pendant quelques semaines. On va pas pouvoir faire, c'est le genre de truc, on va pas pouvoir faire 10 ou 15 sessions comme ça, c'est pas possible. Même s'il y en a qui le font, hein, mais c'est pas possible. On va faire ça sur un truc court, certainement 4 ou 5 sessions. Qu'on postera donc à la place de Vampire Édimbourg. Et moi en parallèle, je continue à travailler sur la suite, à préparer, à mettre des trucs en place pour la saison 2. Donc voilà, on fera une petite vidéo pour expliquer comment on va jouer et le système qu'on va utiliser, parce que c'est un système, pour ceux qui connaissent, c'est le système PBTA de Dungeon World, qui est un système très narratif où normalement le MJ ne décide pas tout, pose beaucoup de questions aux joueurs sur tiens, là t'as réussi ton attaque, bah vas-y décris-nous comment ça se fait. Ça t'explique ça, pas ça non mais justement c'est pour ça, c'est juste c'est un truc, je l'arrête avant. Oui, sinon je vais partir très loin. Donc voilà, c'est juste un truc, c'est un système narratif, on va jouer avec ça, quelques sessions en costume, ce sera une ambiance complètement différente. Je sais pas encore comment on va s'installer, je pense qu'on avait envie de mettre un peu de déco aussi, donc on verra. On va voir comment. Pas s'avancer trop, on va déjà voilà, voir. On va voir un peu comment on peut faire. Mais en tout cas, pour conclure, peut-être quand même sur le Vampire Édimbourg by Night, on vous remercie de nous avoir suivis, parce que ça c'est aussi super agréable d'avoir des retours sur ce qu'on fait en termes de jeu, d'avoir vos questions, vos petits commentaires, c'est hyper agréable. On n'a pas l'impression de le faire que pour nous en fait, et voilà, et si on a pu vous amuser, vous faire rêver, vous faire flipper, vous faire je sais pas, au moins vous changer les idées. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent, qui découvrent Vampire en même temps. J'ai eu un message il n'y a pas longtemps, aujourd'hui ou hier, comme quoi il y a même quelqu'un qui a décidé, ça lui a donné envie de se mettre à maîtriser du Vampire, donc ça c'est cool. Après voilà, alors, on fait pas mais nos vidéos ne sont pas monétisées de toute façon. Voilà, notre communauté, enfin ma communauté, les abonnés de la chaîne sont pas si nombreux que ça, comparé à d'autres trucs. Notre but c'est pas de révolutionner le JDR, de faire mieux que X ou un tel. Chacun a son style, chacun fait comme il peut, chacun fait avec les moyens qu'il peut. Voilà, moi si j'aimerais beaucoup une table avec au moins 3 joueurs et filmer tout ça avec un super décor, j'adorerais. Pas forcément pour faire mieux que Roll & Play tout ça, non, c'est pour faire mon truc à moi, mon délire à moi dans mon coin. Donc voilà. Mais voilà, on fait avec les moyens du bord, avec le temps qu'on a. Ça nous fait. Du coup, j'ai énormément de vidéos où on a quasiment. Enfin, on n'a pas de commentaires dessus. Parce que. Pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas un reproche. Non, mais ce qui fait que quand il y en a des commentaires sympas comme il peut y avoir sur toute cette série-là de Vampire, ça nous fait plaisir, parce que du coup, on se dit bon bah voilà, il y a au moins quelques personnes à qui ça plaît, qui du coup ça leur plaît suffisamment pour qu'ils prennent le temps de regarder, de mettre un petit commentaire sympa. Voilà, ça fait vraiment plaisir. C'est pas après je cherche pas à avoir 15-30 000 abonnés, je m'en fous complètement. Non, mais c'est vrai que voilà, avoir un petit retour et savoir que ça a pu vous plaire, vous changer du quotidien, vous suivre des persos qui peuvent peut-être émouvoir, faire réfléchir, ou vous faire passer un bon moment à regarder, ça nous fait super plaisir. Après, désolé s'il y a certaines personnes à qui... Alors soit il y a des fluffs nazis qui supportent pas dès qu'il y a le moindre truc qui s'écarte, ou alors des gens qui adorent, qui trouvent ça trop bien, et qui du coup aimeraient
aimerait aussi participer, faire du vampire, tout ça. Euh, pour l'instant, j'ai mon petit groupe j'ai mon groupe de jeux en virtuel du jeudi. J'ai pas envie de remonter d'autres tables. Mais après, un jour peut-être, je sais pas. Et après, non, s'il y en a qui ont envie, dès qu'on pourra être déconfiné, il y a des associations de jeux de rôle sur lesquelles vous pouvez trouver des maîtres qui masterisent du vampire. C'est un jeu qui est quand même relativement oui, puis là avec la sortie de la V5 dispo et joué. Et après il y a des forums aussi pour ceux qui veulent jouer en virtuel avec des MJ qui proposent des tables de vampires. Donc s'il y en a qui ont envie d'essayer, c'est faisable. Le forum JDR virtuel. Il y a un forum aussi qui s'appelle l'Auberge virtuelle qui eux font plus du jeu narratif. Mais il y a toujours cette guéguerre entre jeux narratifs et jeux traditionnels. Donc on mélange pas les torchons et les serviettes. Nous on fait les deux. Voilà. Puis j'ai des moments où je mets même du morceau de narratif dans les jeux traditionnels. Parce que on n'est pas comme ça. Et du coup il y a. Et Attends. Vas-y. La communauté de Henri. La communauté de si vous voulez regarder sous la montagne, c'est une communauté Discord qui a été créée par Henri, notre MJ, sur Bâton Rouge by Night, qui propose il y a quelques parties qui sont proposées régulièrement sur lesquelles on joue, et il y a une table aussi, une autre sur laquelle on ne joue pas, qui se passe à Chicago. Et puis après, ils proposent aussi des trucs sur cette communauté-là. Régulièrement, ils proposent des trucs. Allez voir aussi sur la communauté Discord de Roll and Play. Régulièrement, ils proposent aussi des petits recrutements pour faire des tables, des one-shots en 2-3 séances ou juste une soirée. Donc voilà, il y a moyen de jouer en virtuel. En plus, c'est avec ou sans cam, ça dépend. Il y a tout type d'ambiance, donc voilà, faut pas hésiter. Perso, pour l'instant, j'ai pas l'envie de lancer de nouvelles tables supplémentaires. Entre ma table de vampire solo, le Bâton Rouge by Night, mes tables virtuelles du jeudi soir avec la Midnight Lodge. Pour l'instant, ça me fait beaucoup. Faut qu'il dorme aussi. Voilà. Et qu'il prépare. Et que je prépare. Donc, par contre, moi je rajouterais juste que si vous avez envie de masteriser du vampire, il faut juste faire attention à la maturité des joueurs et des joueuses. Parce que nous on s'est rendu compte que ça abordait quand même des thèmes pas facile parfois. Pas forcément facile, et que c'est quand même un jeu assez violent, mais pas dans le sens physique de on est armé, on tire sur des gens, on se blesse, mais que il y a un rapport quand même d'agression, agressé, quand même des thèmes et des choses à jouer. Alors après on n'est pas obligé d'appuyer là-dessus à toutes les séances, mais voilà, c'est quand même on s'est fait la réflexion que c'était quand même un jeu qui avait besoin d'une certaine maturité, et pareil de pas les jouer avec n'importe qui, ou des gens avec qui vous n'êtes pas à l'aise, ou vous avez des contentieux à régler par exemple. C'est pas forcément la bonne idée, le bon jeu Puis avec des jeunes joueurs aussi, avec des jeunes joueurs de 15-16 ans et tout ça, à moins que ce soit quelqu'un qui soit vraiment mature, mais c'est le genre de truc après je pense que c'est aussi un jeu, mais c'est notre avis, c'est un jeu aussi, je pense, d'ambiance qui est intéressant à jouer au niveau du roleplay, des sensations. Il y a beaucoup de choses par rapport à la bête, pas aussi des émotions, du ressenti. Donc après si on est dans un type de jeu plus léger, plus déconne, plus fandard, c'est peut-être pas non plus le jeu adapté à une table qui a envie de rigoler, de déconner. Dans ce cas-là, faut faire du gros Donjons et Dragons pour déconner, pour se défouler, parce que là t'es pas un vampire, c'est pas un jeu où tu viens pour utiliser tes disciplines à longueur de temps. C'est pas un truc de super-héros, donc voilà, c'est juste mes petits avec la connaissance maintenant qu'on a du jeu, et le fait d'avoir eu l'expérience de cette première saison entre guillemets
Et je rajouterai, alors juste une petite anecdote. La dernière. La dernière, non mais c'est en rapport avec ce que tu viens de dire. Il y a à l'époque où c'était au début 2000, À l'époque, ouais, c'était il y a longtemps. Il y avait dans la ville où j'habitais avant, il y avait tout un groupe de gens qui faisaient du vampire, du GN vampire. Et c'est aussi pour ça, je pense que j'ai laissé Vampire de côté parce que je trouvais qu'il y avait des gens qui allaient un peu trop, aller un peu trop loin là-dedans. Alors c'était pas de la faute du JDR, hein, c'est juste la faute il y a certaines personnes qui s'investissent peut-être un peu trop. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes peut-être un peu psychologiques. Mais voilà, en tout cas, ça aurait pu être, je pense que ça aurait pu le faire avec n'importe quel jeu. Mais voilà, je suis quand même tombé sur des gens qui, même en dehors des soirées de GN, quand ils croisaient quelqu'un d'autre qui participait au GN Vampire, continuaient à se prendre à moitié pour leur personnage en dehors des sessions. Et là, bon, c'est un peu limite. Je me souviens d'une discussion entre une nana qui jouait et un type qui arrive dans une boutique, qui va la voir, qui lui dit ouais salut machine et tout ça, et la nana qui se retourne vers lui et qui lui dit ouais de quel droit tu oses me parler comme ça, je suis une bourra de 9ème génération, tu me dois le respect. Oui. Et il y a eu un moment de flottement, le mec a cru que c'était juste de la déconne, et en fait non, la nana était vraiment sérieuse. Donc je pense malheureusement j'ai vu quelques dérives comme ça. Mais bon, il y en a aussi dans n'importe quel type de jeu, dans le milieu du GN, médiéval fantastique, non. Voilà. Mais c'est juste, voilà, c'est une anecdote. Je pense que c'est un des points qui m'a fait me dire, bon, Vampire, c'est pas fait pour moi. Pour l'instant, j'ai pas envie. Je laisse de côté. Et puis peut-être qu'un jour j'y reviendrai. Mais pour l'instant, j'ai pas. Non, ça me donnait pas du tout envie. Donc voilà. Et sinon, sur ce. On en a fini. S'il y a d'autres questions, voilà, n'hésitez pas. Et puis envoyez-les quand même. Ouais, et puis je pense que je ferai du Vampire Dark Ages certainement en 2021 avec plusieurs joueurs. Ce sera pas avec Cam, je pense pas. Mais on fera peut-être du Dark Ages à l'époque des princes de Kiev. Ça pourrait être sympa pour changer, plutôt que de jouer en France à l'époque médiévale. Un truc un petit peu plus particulier. Ouais, il faut que je trouve du temps et tout ça. C'est voilà. Donc écoutez, oui, ce serait bien. Donc voilà, sur ce. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Ouais, bravo. Pour ceux qui regardent et tout. Vous avez gagné des XP. Voilà, vous avez des bons points. Et puis la suite, rendez-vous pour la saison 2 d'Edinburgh by Night en janvier. Et sinon, je pense qu'on va peut-être commencer Trou de Vang. Bientôt, quand on sera prêt. Ouais, peut-être la semaine prochaine. On va voir. Quand on sera prêt, wow. On est bientôt prêt. Donc voilà. Ok. Merci à tous. Et encore merci à tous ceux qui nous mettent des petits commentaires et tout ça. C'est toujours sympa. Qui regardent. Voilà. Ouais. Et merci aussi à Willy, Henri et Pizzi pour la partie de Bâton Rouge by Night. Ouais, c'est super où on s'amuse bien. Ouais. Et, j'ai encore une autre ambiance, mais tout aussi sympathique. Puis avec des persos tout à fait charmants. C'est bien. Voilà. Bon. À plus. Ciao. Et rendez-vous en janvier pour la suite d'Edinburgh by Night. Salut.